On passe aux questions. Donc, je passe la parole à la salle. Si vous avez des questions. Monsieur, il n'y a pas de questions. Oui, je crois qu'il y a une question. Micro. Ma question, c'est en fait, est-ce qu'il y a un protocole pour l'adaptation d'un schéma prémix? Vous avez parlé du basal bolus pour le jour, je parle du jour de la dialyse. Vous avez parlé de basal bolus, mais est-ce qu'il y a un protocole particulier pour un schéma prémix à 2 injections ou 3 injections ou pour avoir un meilleur équilibre, ou bien il vaut mieux passer le patient sous un schéma basal bolus dès le début de la dialyse? Merci. Alors personnellement, chez les patients hémodialysés, et parfois même en pré-hémodialyse, je préconise souvent le basal bolus, parce que c'est très facile à titrer, et puis avec les prémix, on a plus de variabilité glycémique. On a du mal à... Déjà chez un patient diabétique qui n'a pas d'insuffisance rénale, parfois on a du mal à réajuster les doses en fonction des objectifs. Et puis, chez les diabétiques en stade d'hémodialyse, au stade d'hémodialyse, c'est plus difficile. Donc, personnellement, je recommande beaucoup plus le basal bolus. C'est plus simple à gérer chez les patients hémodialysés. J'ai une petite question, professeur Tariq Sqali. C'est ici. Donc, on a de plus en plus de patients greffés rénaux qui déclarent par la suite un diabète. Et donc, les néphrologues insistent sur la mise sous insuline. Alors, quel est le rationnel de mettre systématiquement un patient qui n'a peut-être pas besoin d'insuline sous insuline? Est-ce qu'il y a un rationnel et des études là-dessus? Merci. Oui. D'abord, c'est fréquent, puisque nous utilisons de plus en plus comme inhibiteur de la calcinurine en traitement immunosuppresseur en transplantation du tacrolimus, et c'est diabétogène. Et donc, c'est jusqu'à 40% d'effets diabétogènes donc en post-transplantation. Et il y a une entité catégorisée qui est NODAT, New Onset Diabetes After Transplantation, qui est bien donc identifiée. Le fait d'insister sur l'insuline, je suis d'accord avec toi, ça remonte à une époque où il n'y avait pas toutes les molécules disponibles actuellement. Et ça repose aussi sur des craintes d'interaction, puisque en post-greffe immédiat, il y a énormément de médicaments qui sont prescrits, qui interagissent très souvent, soit en passant par le cytochrome P453A, et donc parce que les immunosuppresseurs passent par la même voie. Et donc on insiste pour éviter tous les médicaments qui passeraient par cette voie-là de métabolisme, notamment par exemple dans les statines, où on exige la rosuvastatine et non pas les autres, et ainsi de suite. Donc une part c'est expliqué par ça, et une deuxième part par l'historique de la prise en charge, où on n'avait pas toutes ces molécules disponibles. Il y a une autre question, professeur Sqali, à propos des patients qui arrivent au stade 5, patients diabétiques. Qu'en est-il de la néphroprotection? Est-ce qu'on va toujours garder une néphroprotection optimale, ou bien donc on va lâcher un petit peu et puis on va accepter quand même un taux de microalbuminurie qui est positif? Merci. Oui, merci pour la question très intéressante. En fait, on va plus se baser sur les mêmes critères de réponse. Notre objectif aux phases tardives, ça sera de retarder le plus possible la mise en traitement de suppléance, et d'autre part d'éviter les complications qui peuvent être liées à notre traitement conservateur. Je citerai la plus fréquente des complications, qui est l'hyperkaliémie. C'est la complication la plus menaçante et qui se voit beaucoup plus, bien sûr, quand on bloque de façon efficace le système rénine-angiotensine-aldostérone, de façon combinée à la baisse de la fonction rénale et la non-utilisation d'autres médicaments qui baisseraient la kaliémie. Donc là, ça justifierait peut-être qu'on
moins de néphroprotection ou moins agressive, mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas la faire. Parce qu'il y a une deuxième notion très intéressante qui est la fonction rénale résiduelle. La fonction rénale résiduelle, c'est le pourcentage de fonctionnement rénal qui persiste même à des stades très tardifs, c'est-à-dire même après la mise en traitement de suppléance. Et là, il est prouvé que ça améliore la survie et ça améliore aussi la qualité de vie puisque ça nous permet certains écarts de régime, etc. Donc, on continue la néphroprotection jusqu'au bout en ayant à l'esprit deux choses, donc l'hyperkaliémie et, avant la mise en dialyse, la possibilité d'acutisation. Parce que dès qu'il y a une diarrhée, une cause de déshydratation, etc., ce TEC ou ARA2 sera responsable d'une aggravation et de la réception du patient à un stade d'urgence extrême qui fera qu'on le dialysera en urgence. Et on a vu tout à l'heure que les dialyses non programmées étaient une source de mortalité très élevée. Donc, réponse mitigée. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Ma question pour le professeur Baizri, s'il vous plaît, donnez-nous plus de précision pour le protocole d'insuline le jour de dialyse. Vous avez dit réduire la dose de basal de 25%, mais pour les bolus de rapide, à partir de glycémie de 3 grammes. De quelle glycémie? Des préprandiaux? À quel cas est-ce qu'il faut surveiller et voir? Alors, plus de précision. Merci. Merci pour cette question. Alors déjà pour la bolus, c'est clair, c'est moins 25% pour le jour de la dialyse. Et puis pour les rapides, en principe, il faut que le patient fasse au moins 6 par jour au cours de la dialyse. Et que ça soit en pré ou en postprandial, c'est en fonction, on va corriger en fonction. Parce que vous vous rappelez de la slide que j'ai montrée avec le CGM, vous voyez la baisse de la glycémie au cours de la dialyse et puis la remontée. Et on va s'adapter à ce profil, quel que soit le résultat. Bien sûr, attendre une glycémie qui dépasse 3 grammes par litre et ne pas corriger avant les 3 grammes par litre, parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie derrière. Donc, on va s'adapter au schéma. D'une façon générale, il y aura des glycémies capillaires faites à intervalles réguliers. En fonction des chiffres glycémiques, soit on va s'abstenir, soit on va mettre un petit bolus. Une autre question? C'est la dernière. Thank you very much for your presentation. I have a question, Professor Scali, about erythropoietin treatment. I have found here in Morocco, when I address my patients to nephrologist, he doesn't prescribe erythropoietin. I don't understand why, but I see it always the same problem. Maybe there are some problems, I don't know, about the price or some other problems. I don't think that it's another. I want to ask your opinion about it. Thank you. Merci pour l'excellente question, c'est très important. Ça me permet de passer un message donc, lié au pronostic des patients. Oui. Donc pourquoi on ne prescrit pas suffisamment d'érythropoïétine aux patients au stade préterminal de dialyse ou au stade de pré-dialyse lorsqu'ils nous sont adressés par des endocrinologues avec des hémoglobines relativement basses? Et donc, la réponse, c'est que nous n'avons pas les mêmes objectifs chez l'insuffisant rénal que chez le non-insuffisant rénal. Depuis 2007, où des études à large échelle ont été réalisées chez les patients en insuffisance rénale terminale, et dans l'objectif de prescrire plus d'érythropoïétine. C'était les études Choir et les études Treats. Et ces deux études, publiées dans le même numéro de New England en 2007, cherchaient à montrer qu'en donnant plus d'hémoglobine, en atteignant une meilleure hémoglobine, on aurait une meilleure qualité de vie et peut-être moins de complications cardiovasculaires. Et le résultat était l'inverse. Dès que l'hémoglobine était supérieure à 13 grammes, particulièrement chez ceux qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire et chez les diabétiques, il y avait beaucoup plus de mortalité. Et depuis, il est interdit de donner l'érythropoïétine pour augmenter l'hémoglobine au-delà de 12 grammes par décilitre. Et selon les mêmes protocoles, actuellement, il est recommandé de ne jamais commencer l'érythropoïétine tant que l'hémoglobine n'est pas inférieure à 10. Donc, jusqu'à 10, c'est normal.
Et entre 9 et 10, on a le choix de la commencer ou non. Connaissant son coût et des difficultés, en général, on la prescrit à partir de 9 grammes par décilitre, puisque entre 9 et 10, on a encore la marge selon les recommandations. Merci, professeur Sqali, merci, professeur Beizri.